se raconte des histoires. Une présentation du groupe JD qui fait partie de l'histoire de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans depuis 20 ans. Pour la première histoire, Françoise nous présente une légende pleine de couleurs, enflammée, avec celle des feux follets. Alors, les feux follets, ce sont des petites émanations de gaz. Alors, on sait que près des cours d'eau, bien souvent, il y a des animaux qui se décomposent et lors de la décomposition, il y a des gaz qui s'échappent. Alors, on dit que ce sont des feux follets. C'est pourquoi aussi on mentionne que près des cimetières, on peut apercevoir les soirs de pleine lune des feux follets. Donc, les feux follets, ce sont juste des manifestations lumineuses. On dit qu'ils jouent des tours, mais ils ne sont pas dangereux. D'ailleurs, si vous venez à l'atelier Paré, ils pourront exaucer vos souhaits et vos désirs. Donc, on vous attend. Les feux follets. On peut dire que le soir et la nuit est la période propice au sommeil et au repos avec une veilleuse qu'on appelle la lune. C'est aussi le moment propice aux pièges, aux maléfices, voire aux rencontres hasardeuses et risquées. Le monde se transforme, se déforme avec les ombres et la pénombre, et l'obscurité prête vie à des fantasmes sortis tout droit de notre imaginaire. Les feux follets sont une manifestation lumineuse qui apparaissent comme des petites flammes. Ils peuvent être d'une lueur bleutée, voire jaunâtre et vermillon, flottant dans les airs au-dessus du sol et de l'eau. Selon les témoins, ils ne produisent pas de fumée, ni n'enflamment les objets, ni ne mettent le feu aux herbes avec lesquelles ils sont en contact. On dit qu'ils ont beaucoup été vus près des cours d'eau, des marais, des marécages, dans les cimetières humides, le long des forêts inondées et dans un endroit, dans un certain jardin à Sainte-Anne-de-Beaupré. Mais habités par ces histoires racontées au fil des ans par leurs aînés, 3 enfants eurent la peur de leur vie lorsqu'ils revenaient d'une visite de chez leur tante habitant le village voisin. Ils adoraient aller chez cette tante. Elle les gâtait toujours en faisant des desserts et en leur donnant toutes sortes de sucreries. Et ils aimaient aussi jouer dans le jardin avec leurs cousins et cousines qui avaient une balançoire accrochée sur une branche d'orme et à laquelle on pouvait à tour de rôle se balancer puis essayer de toucher le ciel. Et après, on passait sur la balançoire à bascule et c'était qui pouvait faire monter l'autre enfant le plus haut en chantant « 1, 2, 3, tu t'envoleras. 4, 5, 6, tu y resteras. 7, 8, 9, jusqu'à ce que l'autre enfant, à force de se tortiller et de sauter, réussissait à faire changer le cours de la balancine et au rire général, c'est l'autre enfant qui monte en haut. Soudain, on entendit « Hey, les enfants, vite, vite, il est l'heure de retourner chez vos parents, la noirceur va tomber. Allez, ours, dépêchez-vous, mais ne vous inquiétez pas, ce soir, c'est un soir de pleine lune, elle saura vous éclairer un peu. » Alors, soucieux de ne pas trop s'attarder, l'aîné décida « Hey, on va prendre le raccourci par la mare aux grenouilles. » Alors, d'un pas accéléré, presque des pas de géant, ils traversèrent un champ de maïs fraîchement coupé, puis prirent le sentier où ils avaient l'habitude de cueillir des chanterelles, des champignons des bois, des petits fruits qu'ils emmenaient à leur mère et qu'elle mettait dans ses plats pour rehausser les saveurs. Puis, ils devaient passer près de la maison délabrée qui menaçait de s'écrouler. On pouvait voir les vignes qui poussaient le long des murs, sur la galerie, près des barrières. Et au village, on racontait qu'un malheur s'y était passé. Mais personne ne voulait raconter aux enfants qu'est-ce qui s'était vraiment produit dans cette maison-là. La seule chose qu'ils savaient, c'est qu'il était strictement interdit de s'y arrêter ou d'y pénétrer. Aussi, ils se dépêchèrent, tout en regardant la maison, en ayant des frissons. Ils la regardaient du coin de l'œil, pensant que il y a peut-être quelqu'un qui les surveillait. Et ils arrivèrent finalement au passage les menant au ponceau par-dessus la mare aux grenouilles. Ils entendirent un concert. Couac, couac, couac.
Le plus vieux, voulant imiter les crapauds qui chantaient, se mit à faire « Couac, couac, couac » avec le visage en grimace. Mais ses deux sœurs faisaient « Couac, couac, couac » parce que peut-être que sous un de ces crapauds, il y avait un prince charmant de cachet quelque part. On l'avait tellement raconté dans les histoires. Ah! Finalement, ils s'arrêtèrent figés. Plein de flammes apparaissaient sur le sol avec toutes sortes de couleurs dignes de l'enfer. Ah, ces flammes ondulaient, dansaient, gigotaient. Ah, comment faire pour traverser ce tapis de flammes? Il fallait absolument passer sur le ponceau. Tremblant de peur, l'aîné partit à la belle course, criant à ses sœurs « Venez, venez vite, dépêchez-vous! » Et les deux sœurs, craintives, la plus vieille prit la main de la Benjamine et lui dit « Écoute, on va tous les deux y aller ensemble. Courage, ça va bien aller. Je vais compter jusqu'à 3, puis on se prend un élan et on y va. 1, 2, 3, et ils partirent tous les deux à la belle course sur le ponceau, arrivèrent saines et sauves de l'autre côté, puis ils arrivèrent à la maison hors d'haleine, racontant à leur mère l'aventure de ce qui venait de se passer. Celle-ci les rassura. Ne vous en faites pas. Les feux follets, c'est des petites flammes qui sortent les soirs de pleine lune, mais elles ne sont pas méchantes. Elles jouent des tours, mais elles ne sont pas dangereuses. D'ailleurs, la légende dit que si vous réussissez à en attraper, bien, elles vont exaucer vos souhaits et vos désirs, mais là, c'est très difficile de les attraper et de surtout les maintenir en feu. Mais je connais un endroit, à Sainte-Anne-de-Beaupré, où, il y a plusieurs années de cela, on fait des travaux d'assainissement des eaux, puis ils ont creusé tout le long de la vieille route de l'avenue Royale, et ils ont dégagé plein de feux follets. Et un soir de pleine lune, on a vu une ombre descendre dans le trou pour aller cueillir ces feux follets. Et on dit que ce sont les feux follets qui se tiennent dans le jardin de l'Atelier Paris sur des chandelles. Et ils attendent tout feu, tout flamme, les visiteurs qui viennent leur demander des souhaits, des désirs. Mais chacun des feux follets représente une vertu spéciale ou une qualité spéciale. Bien, le premier représente la foi. Bien, si vous allez dans les feux follets, il faut vraiment y croire. Si on n'y croit pas, notre souhait ou notre désir ne sera pas réalisé, c'est sûr. Le deuxième, la tempérance. Bien, il faut faire attention à ce qu'on demande, il ne faut pas trop exagérer. Le troisième, qui ressemble à un chat, bien, c'est la prudence. Il faut faire attention, un chat ne met jamais une patte sans savoir où il s'en va. Il faut être prudent dans ce qu'on demande. Le milieu, c'est la justice. C'est lui qui est le chef des feux follets. Lui, il sait si c'est bon pour nous ou pas bon pour nous, ce qu'on demande. L'espérance! Wow, je veux avoir mon désir dans les prochains 2 mois, mais ça se peut que ça prenne 2 ans avant que ça se réalise. Donc, il ne faut pas perdre espoir. Il faut toujours aller vers ce que l'on veut. Suivant ici, qui ressemble à un bœuf, c'est le courage. Il faut avoir du courage. Des fois, on dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Donc, il faut faire des efforts aussi dans ce qu'on veut. Et le dernier ici est le feu follet de l'amour ou de la charité. Lorsqu'on reçoit beaucoup, il faut savoir partager. Bien, alors les feux follets vous attendent pour venir demander vos souhaits et vos désirs. Et si par contre, vous n'avez pas votre souhait, votre désir, je vous donne le conseil suivant. Faites un arrêt à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré et allez demander à la bonne Sainte-Anne pour un miracle. Les 2 endroits veulent votre bien et votre bonheur. Pour bien illustrer à quoi pouvait ressembler un feu follet, nous avons pu compter sur les connaissances en sciences de Catherine Lalancette, professeure de sciences à l'École secondaire Mont-Sainte-Anne, ainsi que sa collègue Vicky Tremblay, technicienne en sciences à la même école, qui feront pour nous quelques expérimentations. Pour avoir un feu follet, ça nous prend de la matière organique qui entre en décomposition. Alors, de la matière organique, c'est par exemple des animaux, des végétaux morts qui vont se déposer au sol et ils vont entrer dans une décomposition.
Lorsqu'il entre en décomposition, ça libère des gaz et ces gaz-là, en contact avec l'oxygène qu'on retrouve dans l'air, vont s'enflammer. Et la raison pour laquelle ils s'enflamment, en fait, on appelle ça une combustion spontanée. Alors, ça prend en feu, mais sans apport d'énergie. Alors, on n'a pas eu à l'allumer, ça prend en feu, le mot le dit, spontanément. Alors, la première démonstration qu'on va vous faire, c'est pour vous montrer une combustion spontanée. Je vais vous expliquer un peu ce que je vais faire. Je mets en contact deux substances d'apparence inoffensive. Ici, c'est du permanganate de potassium. Vous montrer un peu le phénomène de combustion spontanée. Donc, mon permanganate ici, j'ai mis dans ma capsule de porcelaine, au contact avec la glycérine. Ça prend un petit moment, mais tout ça, justement, la réaction entre les deux molécules et l'oxygène de l'air va créer une flamme assez vive. Alors, vous avez pu voir que les deux substances, à la base, étaient à la température de la pièce et on n'a pas truqué rien au montage, on n'a pas ajouté rien, on n'a pas eu à l'allumer. Les deux substances, en ayant une réaction chimique entre elles, se sont enflammées par eux-mêmes. Peu importe, chaque molécule a une couleur caractéristique quand elle rentre en combustion. Puis avec cette démonstration-là, vous allez voir que je peux produire des flammes de différentes couleurs, ce qui peut expliquer des fois l'aspect un peu plus mystérieux des feux follets. Fait que là, je mets un combustible pour partir. Là, on ne parle pas d'une combustion spontanée. Là. Je vais créer la combustion et je vais allumer ma réaction et après ça, vous allez voir la couleur des feux apparaître. Alors, la dernière démonstration qu'on veut vous faire, c'est la démonstration le plus près qu'on peut être d'un feu follet avec les produits qu'on avait le droit d'avoir dans une école. Ici, dans mon Erlenmeyer, je vais mélanger deux substances pour créer un gaz. Ici, j'ai introduit dans mon cylindre gradué. Le gaz qui va être créé va être libéré dans l'eau et j'ajoute une autre substance qui, au contact de l'eau, va réagir, mais avec le gaz, on va avoir une combustion spontanée. Et voilà. Dans les légendes, le diable prend différentes formes. Cette fois-ci, Pierre nous le présente dans ses plus beaux atours, dans la légende du beau danseur. Bon, la prochaine légende, c'est la légende qu'on appelle le beau danseur, ou on pourrait l'appeler le violon magique aussi, ou on pourrait l'appeler l'étranger. Parce que c'est vieux comme le monde, cette histoire-là de Rose la tulipe. Déjà, Philippe Aubert de Gaspé, fils, en 1837, avait réussi à mettre sur papier la légende qui était racontée oralement, par tradition, par les générations. Et même Honoré Beaugrand en a parlé. Donc, c'est sûr qu'il y a plus ou moins 200 versions de cette légende-là. Chaque petit village a peut-être déjà eu sa rose à tulipe, mais dans les faits, bon, je vais vous raconter tantôt avec une fin heureuse, mais c'est sûr que des fins plus dramatiques avec le survenant du Mardi Gras. Bon, l'histoire que je vous raconte, ça s'est passé à l'Ange Gardien, précisément à sa côte de Beaupré. Il y avait au village, il y avait un magasin général. C'est un monsieur Latulippe qui avait ça. Puis lui, il était bien connu dans la paroisse, parce qu'il y avait le magasin général, puis à un moment donné, c'était un bon joueur de violon aussi. Dans les soirées, il ne se laissait pas bordrer. Ça fait qu'à un moment donné, le bon Dieu a fait qu'il a eu un enfant avec sa femme. Une belle fille. Ils l'ont appelée Rose, la tulipe. Fait que Rose, c'est l'histoire que je vais vous raconter. Fait que Rose, elle vieillissait, elle grandissait.
Elle aimait bien gros son père. Puis son père, il l'aimait comme la prunelle de ses yeux. Fait que, rendu vers 16, 17, 18 ans, Rose, elle aimait bien ça, participer à des soirées, puis danser. Elle aimait bien gros danser. Ça fait qu'à un moment donné, une semaine avant le Mardi Gras, ben, le Mardi Gras, ça, c'est la journée avant le mercredi des Cendres. Puis le mercredi des Cendres, ben, ça, c'est le temps des carêmes. Le temps du carême, c'est le temps des privations sur tout y passe. Ça fait qu'à un moment donné, elle dit, Père, elle dit, j'aimerais ça qu'on organise une petite soirée pour mardi prochain. Le père, il dit, moi, pas sûr, il m'a pensé à ça. Il faisait languir volontairement, à un moment donné. Fait que, là, le samedi, Rose, j'aimerais ça te parler. Qu'est-ce que j'ai fait, Père? Ben, c'est ce que tu m'as demandé, là, pour mardi, là. Ben, j'ai pensé, comme il faut. Puis, on m'a dit oui. À condition, toutefois, que sur le coup de minuit, à minuit, quand l'horloge va sonner, tout le monde arrête, là. Parce que sinon, on va avoir du problème avec M. le curé. Fait que, le Mardi Gras, le monde arrive, à 7h, 7h30, ça se remplissait, il y avait bien du monde. Il faut dire qu'il était dans le cœur du village, puis ça s'est su bien vite qu'il y avait une soirée chez le Père La Tulipe. Puis lui, ben, dans ce temps-là, quand tout le monde commençait à arriver, ben là, il allait chercher son violon, puis là, il commençait à jouer du violon, puis il aimait bien ça. Puis le curé, lui, il était pas loin, son presbytère, il était à 3 ou 4 maisons de chez La Tulipe, puis il entendait jouer du violon, puis il aimait pas bien ça, un Mardi Gras, là. Il aimait pas ça. Il aimait pas ça. Il avait de la misère à lire son breviaire. Fait qu'à un moment donné, le monde arrive, c'était plein. Il y avait Gabriel, le fiancé à Rose, qui était là. Mais autant que Rose aimait la danse, Gabriel n'était pas bien attiré par ça. Fait que là, il a dansé une fois avec Rose, 2 fois, puis là, après ça, il est allé s'assire dans le coin. Puis là, les autres gars de la paroisse, ben, il invitait Rose. Puis là, Rose, elle se sentait comme un petit peu la reine. C'est son petit côté candide et ingénu, là. Elle se sentait un petit peu la reine de la soirée. Fait que ça allait bien. Le père, il faut dire que le Père La Tulipe, il aimait bien ça, jouer du violon. Il était bon. Ça fait qu'à un moment donné, vers 11h moins quart, 11h, ça cogne à la porte. Le Père La Tulipe, il arrête. Il dit, qui c'est qui arrive à cette heure-là? C'est-tu monsieur le curé, il vient nous voir? Il ouvre la porte, oui. Hey, un grand slim, oui. Un beau jeune homme, tout de noir vêtu, avec des beaux habits de velours. Un beau chapeau, des gants, une grosse carriole noire, un gros cheval noir juste en face de la porte. Le Père La Tulipe, ben, il dit, dégrayez-vous, venez nous voir, il nous reste 1 heure. L'étranger rentre. Il dit, m'a gardé mes gants. Puis m'a gardé mon chapeau. Je suis encore gelé un peu. Fait que là, en entrant dans la pièce, là, le diable, je ne vous l'ai pas dit encore, mais c'était le diable en personne. Lui, ça n'a pas fait ni un ni deux. Il t'a spoté Rose dans le coin, là. Il est allé l'inviter à danser. Rose, elle était toute contente encore une fois, un bel étranger comme ça qui vient l'inviter. Elle avait dans le cou un petit collier avec une petite croix que sa grand-mère y avait donnée. Fait qu'il danse avec elle. Puis là, la grand-mère, elle était assise dans le fond de la pièce, dans le coin. Elle était en train de se barcer, puis elle disait son chapelet. À chaque fois que l'étranger passait, il faisait des yeux comme s'il voulait tirer des éclairs. Elle n'était pas contente, là. Elle a dit, il y a quelque chose. Elle s'en va doucement dans sa chambre à côté. Elle va chercher quelques gouttes d'eau bénite. Puis, quand à un moment donné, l'étranger passe à côté d'elle, elle y en envoie des pattes.
ça s'est mis à sentir le soufre. Là, l'étranger, il dansait, il dansait, il dansait, il dansait, il dansait. Alors, Gabriel, il se morfondait, lui, là. Il trouvait que Rose, elle s'occupait plus bien gros de lui. Elle était comme envoûtée par lui. Mais là, la grand-mère, à un moment donné, elle a fait signe à Rose. Rose, je pense que c'est pas bien. Le gars avec qui tu danses, là, c'est pas bien. Là, Rose, elle y aurait répondu. Grand-maman, dites votre chapelet, puis laissez les gens avoir du plaisir. Elle retournait. À un moment donné, le jeune qui gardait les chevaux dehors, il rentre dans la maison, tout est énervé. Il va voir M. Latulippe. M. Latulippe, venez voir ça. Le gars, là, la neige est toute fondue autour de sa carriole, puis les pattes qui sont en train, les pattes des chevaux, ils rentrent dans la neige. Ça fond. Ça fond, ça fait que là, à un moment donné, le père Latulippe, il dit là, tu t'en vas, dit la personne, là, mais va chercher M. le curé à côté. Va chercher le curé à côté. On a besoin de lui, je pense. Fait que là, le jeune s'en va au presbytère, il cogne à la porte. La ménagère vient y répondre, c'est que tu veux, c'est que tu veux. Alors, M. Latulippe, il dit à M. Lefrançois, il dit, Monsieur le curé Lefrançois, on a besoin de vous. Le curé, il se méfiait de quelque chose, il avait comme un pressentiment, il était déjà tout habillé. Ça fait qu'à un moment donné, il met son étole, par exemple, puis il prend son bénitier, puis envoie à la belle course chez le père Latulippe, oui. Alors là, il est parti chez la maison de Latulippe. Puis à partir du moment où il a commencé à rentrer dans la maison, il y avait le premier coup de minuit avait sonné. Il dit à Satan, « Satan, maudit mécréant, qu'est-ce que tu fais chez les chrétiens? » Hey, le diable regarde. Puis là, ça a l'air qu'il a pris son bénitier, puis il a dit des phrases ça de long en latin que personne n'a compris. Puis là, à un moment donné, il a fait trois coups. Puis là, le diable, il a passé à côté de lui, il est sorti de la maison, puis il est parti. Rose a tombé à terre, tellement elle était émue, puis elle avait perdu connaissance. Gabriel est allé à son chevet, monsieur le curé aussi, il l'a béni. Elle s'était sauvée du diable. Elle avait peur de sa vie. C'est sûr que ce soir-là, le père Latulippe, il s'est promis plus jamais d'organiser des soirées de danse. Le Mardi Gras, ça s'est bien fini cette fois-là. Mais il y a des fois, dans d'autres histoires, la même histoire, des fois, le diable, il part avec la belle-fille. D'autres fois, la maison passe au feu pendant la soirée, à la fin de la soirée, puis Rose, on la trouve le lendemain matin dans le champ. Elle avait vieilli de 50 ans, avec tous les cheveux blancs. Puis il y en a d'autres qui nous disent que Rose était rentrée chez les religieuses, puis que 5 ans après, elle était morte. Fait que si vous organisez des soirées de danse, méfiez-vous donc à toute personne qui est habillée en noir, je vous le dis. Comme vous l'avez remarqué dans cette légende, la musique a toujours pris une place importante dans le folklore québécois. Un de nos plus populaires folkloristes, Jacques Labrec, a pu compter sur une des pièces composées par un artiste aux multiples talents, Jean-Paul Filion, soit La Parenté. Une bonne amie de M. Filion, Liette Remond, elle-même violoniste, nous présente cet artiste de la Côte-de-Beaupré. Jean-Paul, c'était un auteur, compositeur, interprète, écrivain, poète, violonneux, peintre, avec plein de branches à son arbre et pas mal de racines. Et ma sœur, d'ailleurs, Lina Remond, elle a fait un magnifique documentaire sur lui qui s'appelle Jean-Paul Filion, L'arbre libre. Okay. Et moi, quand je l'ai connu, Jean-Paul, eh bien, ce qui m'a frappé, ce qui m'a touché de lui, ce que j'ai vu, la façon que je l'ai perçu, c'était un grand amoureux de sa femme, Yolande, et c'était un amoureux du violon.
OK. Totalement. Donc, le violon, il l'a chanté, il l'a dessiné, il l'a joué. Et il était partout dans sa vie, dans son imaginaire, puis dans sa vie réelle. Évidemment, sa chanson, La parenté, c'est un grand succès. Et ça, il avait écrit ça sur un coup, pas un coup de tête nécessairement, mais un coup de nostalgie. Il était rentré chez eux, puis il a sorti son crayon, puis sa guitare, puis il a composé La parenté, puis il a dit qu'il a composé ça en 2 heures. Et il a écrit des contes. Son fameux Jean Bel, tu sais, je me suis tout le temps demandé, c'est-tu quelqu'un qu'il a rencontré, c'est-tu lui, tu sais? Mais je pense que c'était un petit peu tout ça. Et Jean Bel, lui, c'est notre petit Jean national, mais c'est son Jean Bel à lui. Jean Bel qui a pas de... qui est partout chez lui, il n'a pas d'âge, puis tout peut arriver avec lui. Et Mme Remond nous fait revivre de beaux moments en interprétant au violon la pièce « La Grondeuse » de Jean-Paul Filion. Restez aux aguets, car très bientôt, nous vous présenterons d'autres légendes. En avant la musique!